Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 3 octobre 2025 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Ravi d'être de retour avec toi, Nima. Monsieur l'ambassadeur, beaucoup de gens sont perplexes à propos de la réunion que Pete Hegseth et Donald Trump ont eue avec les généraux et amiraux américains. Ils disent que l'ensemble de l'affaire semblait un peu étrange. Pete Hegseth parlait aux généraux. De quoi s'agissait-il? Pensez-vous que l'objectif principal de la réunion concernait la politique intérieure? Que se passe-t-il? Parce que Donald Trump a dit qu'il s'agissait d'un terrain d'entraînement pour que l'armée opère dans les villes américaines, afin d'apprendre à combattre avant de partir à l'étranger, affronter d'autres ennemis. Quelle est votre opinion sur ce qui s'est passé? Eh bien, je pense qu'il y avait plusieurs aspects à cela. C'était en effet un rassemblement très étrange, sans précédent, vraiment. Le discours du président Trump était assez incohérent, mais très menaçant envers divers opposants politiques, ainsi qu'envers des villes qu'il a dépeintes à tort comme en proie à la criminalité. Et le secrétaire Hegseth, lui, essayait essentiellement d'imposer ce que certains appelleraient une masculinité toxique aux troupes présentes. Mais la vraie question est, pourquoi cette réunion a-t-elle eu lieu? La meilleure explication que j'ai vue a été transmise par Larry Johnson. Il s'agissait d'une couverture pour rappeler les commandants du CENTCOM en vue d'une attaque contre l'Iran. Autrement dit, si Hegseth et Trump avaient simplement rappelé les commandants du Golfe Persique, cela aurait signalé qu'une attaque était imminente. Mais s'ils rappelaient tout le monde, l'attention du monde se porterait ailleurs. Et cela, par conséquent, était une tromperie. C'est une possibilité, car il semble bien que des ravitailleurs aériens et d'autres équipements, porte-avions et autres, se dirigent vers le Golfe Persique. Et comme nous en avons déjà discuté, et comme Trita Parsi l'a expliqué avec beaucoup d'éloquence, Israël a des raisons de vouloir attaquer l'Iran plutôt tôt que tard. Je pense que le JCPOA prendra fin le 18 octobre. Tant qu'il existe encore, il y a sans doute une certaine base, même si la Chine et la Russie ne sont pas d'accord avec les dispositions dites de rétablissement automatique, pour tenir l'Iran au terme de cet accord. Mais après le 18 octobre, il n'y en aura plus. La première fois qu'Israël a attaqué l'Iran, c'était une attaque surprise. L'objectif principal était un changement de régime en Iran. En regardant l'Iran aujourd'hui, je le compare à ce qu'il était avant le 7 octobre. Les personnes qui critiquaient le gouvernement pour ses politiques intérieures, qui étaient mécontentes de ses politiques, soutiennent maintenant, je le constate, totalement le gouvernement iranien. Certaines d'entre elles ont changé, dans certains cas, à 180 degrés. Oui, je pense que l'effet global des plusieurs attaques, en réalité 3 attaques israéliennes contre l'Iran, d'une manière ou d'une autre, à commencer par l'assassinat, le meurtre d'Ismail Haniyeh, a été de rallier les nationalistes iraniens derrière le gouvernement et de renforcer le soutien au régime, que comme vous l'avez indiqué, beaucoup de gens n'aimaient pas. Mais ils le considèrent désormais comme essentiel pour préserver l'indépendance de l'Iran, ainsi que son sentiment de fierté et d'identité face aux attaques d'Israël, soutenues par les États-Unis. Je pense, oui, que l'effet a été totalement contraire à ce qu'Israël souhaitait, et il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que davantage de guerres produisent un résultat différent. Si la première attaque a échoué, que peuvent-ils apporter à une nouvelle? Je ne sais pas si les États-Unis sont prêts à commencer la guerre aux côtés d'Israël ou s'ils les rejoindraient plus tard. Qu'en penses-tu?
Et qu'est-ce qu'Israël peut réellement gagner avec ce type d'attaque contre l'Iran? Je ne vois pas d'invasion de Téhéran au sol. Ils ne vont pas aller dans cette direction. Ce sera simplement des bombardements aériens. Des chasseurs entrant dans l'espace aérien iranien et frappant les cibles qu'ils ont en tête. Mais au-delà de cela, quel serait l'avantage pour Israël? Il m'est très difficile d'y voir le moindre avantage, si ce n'est le traditionnel effet de diversion destiné à détourner l'attention de tout le monde en Israël, de l'isolement que subit le pays et du discrédit dont souffre leur Premier ministre, Netanyahou, sur la scène internationale, y compris désormais aux États-Unis. Il y a une interview absolument remarquable de Tucker Carlson avec Jeff Sachs, une expression très marquante et percutante du ressentiment des nationalistes américains face au contrôle exercé par le lobby israélien et à la capacité du Premier ministre Netanyahou de manipuler le président Trump. Ce serait donc une diversion. Quant à savoir ce que cela pourrait provoquer en Iran, je ne saurais le dire. Les Israéliens sont très rusés et intelligents, et il se peut qu'ils aient trouvé un nouvel angle. Peut-être ont-ils découvert où est allé l'uranium enrichi, et qu'ils s'en prennent à cela. Bien sûr, tout ce qu'ils font augmente en réalité la probabilité que l'Iran, malgré la promesse du président Raïssi, devienne une puissance nucléaire. Car Israël et les États-Unis éliminent ensemble tous les moyens de défense de l'Iran autres qu'une dissuasion nucléaire. Ils rendent donc cela plus probable plutôt que moins, malgré leur intention déclarée. Mais je ne vois pas ce que cela accomplit. Je dois dire que si en effet, comme je l'ai entendu, des porte-avions se dirigent vers le golfe Persique et que des pétroliers se rassemblent, et ainsi de suite, alors... Cela ne signifie pas nécessairement une participation américaine à une attaque israélienne contre l'Iran, car la défense d'Israël ne peut être assurée sans le soutien des États-Unis. Il se peut donc que tout cela soit une préparation en vue de faire face à une contre-attaque iranienne annoncée. Et ici encore, comme Peter Partley l'a exprimé de la manière la plus claire, s'il y a une attaque d'Israël contre l'Iran, comme l'Iran semble s'y attendre, alors je ne pense pas que les Iraniens feront preuve de la moindre retenue, ni même de retenue tout court, dans leur contre-attaque contre Israël. C'est donc un moment très tendu, chargé de nombreux dangers. L'interview dont vous parlez, celle que Tucker Carlson a eue avec Jeffrey Sachs, où il a dit que pendant la guerre de 12 jours, des Israéliens à Washington se déplaçaient simplement et donnaient des ordres aux gens sur place. En regardant l'administration Trump et en la comparant à l'administration Biden, il semble que l'administration Trump ait été bien pire que l'administration Biden en matière d'obéissance aux ordres de Netanyahou. C'est bien le cas. Je veux dire, Joe Biden et son administration étaient classiquement dévoués à Israël, dans la lignée des politiciens américains traditionnels. Le président Trump est bien plus extrême, et les personnes qui l'entourent le sont tout autant dans leur obéissance aux directives israéliennes. Et vous savez, je pense qu'il est juste de dire que depuis des décennies, les gens au Pentagone redoutent l'arrivée de quiconque venant d'Israël. Je me souviens que lorsque j'étais secrétaire adjoint à la Défense et que le chef d'état-major des forces armées israéliennes devait venir au Pentagone, tout le monde essayait de clouer son bureau au sol pour éviter qu'il ne soit volé. Il y avait un grand ressentiment face au fait qu'Israël exigeait beaucoup, mais ne donnait jamais rien. C'est très représentatif du caractère de la relation encore aujourd'hui. Et je pense que la diatribe de Tucker Carlson contre Israël était tout à fait justifiée. L'autre sujet sensible pendant la discussion était la mosquée Al-Aqsa. Il a dit qu'il voulait détruire la mosquée Al-Aqsa
et vous savez, construire ou reconstruire un temple à sa place, ce qui serait énorme. Et en considérant la mosquée Al-Aqsa, j'ai l'impression de comprendre, d'une certaine manière, comment les musulmans perçoivent le Dalai Lama. C'est extrêmement significatif. Eh bien, il y en a deux. C'est une question très complexe et, comme vous l'avez dit, d'une grande importance émotionnelle pour les musulmans du monde entier, pas seulement au Moyen-Orient. C'est le troisième lieu saint de l'islam pour le pèlerinage, et il y a le projet de reconstruction du temple, qui en réalité n'a peut-être pas été situé sur le mont du Temple. Certains archéologues ne sont pas d'accord sur le fait qu'il s'agissait effectivement de l'emplacement du temple juif qu'ils proposent de reconstruire. Deux principaux groupes se consacrent à ce projet. L'un d'eux est bien sûr celui des zélotes, les sionistes religieux, messianiques et extrémistes qui adhèrent à cette idée. C'est pourquoi Itamar Ben-Gvir conduit périodiquement des expéditions vers la mosquée et la profane, en y entrant et en perturbant le culte musulman qui s'y déroule. Mais l'autre projet est celui des chrétiens évangéliques, car il existe un passage dans le livre de l'Apocalypse qui suggère que la reconstruction du temple et le sacrifice d'une génisse rousse, c'est-à-dire une jeune vache au pelage rougeâtre, entraînerait la fin des temps, le retour du Messie, et que tous les chrétiens seraient élevés au ciel, tandis que les Juifs seraient exterminés ou convertis de force au christianisme. Ainsi, d'un côté, on a les sionistes messianiques, de l'autre, les chrétiens évangéliques qui poursuivent un objectif profondément antisémite, à savoir faire disparaître les Juifs du monde, mais le faire au nom du sionisme. Donc ce sont des sionistes antisémites, un phénomène très intéressant. Quoi qu'il en soit, je ne crois ni à l'un ni à l'autre de ces projets, mais j'étais d'accord avec Jeffrey Sachs qui a répondu à la question dans cette interview en soulignant que cela provoquerait un séisme mondial. Il y a 2 milliards de fidèles musulmans appartenant à diverses écoles à travers le monde et chacun d'eux serait touché par cela. Ce n'est pas comme si Israël n'avait pas déjà reçu suffisamment d'aide. Les effets seraient cataclysmiques. Et ici, je mentionnerai simplement, bien que je l'ai peut-être déjà dit, la réponse classique du défunt roi Abdallah à un groupe venu de New York qui lui demandait d'être aimable envers Israël et laissait entendre que cela profiterait d'une manière ou d'une autre à l'Arabie saoudite. J'étais dans la pièce avec ses conseillers parce que j'avais une réunion avec lui après le départ de ce groupe et j'écoutais. Le chef du groupe, un homme très correct, mais très attaché à Israël, juif, s'est penché vers le roi et a dit « Vous savez, vous devez être aimable avec Israël. » Abdallah, qui ne voulait pas du tout parler de ce sujet, il voulait parler de la réforme économique en Arabie saoudite, a répondu « Vous savez, j'ai un message pour vous, Israël. Vous pouvez le transmettre à vos amis en Israël. » Le type de New York était ravi. Il pensait qu'il allait devenir un intermédiaire important, vivre un moment décisif dans les relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Et Abdullah a dit, « Dis-leur que s'ils veulent être aimés, ils devraient faire quelque chose d'aimable. » Et en réalité, ils ont fait le contraire. Ils ont commis des actes haineux, et c'est pourquoi ils sont détestés. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse les rendre plus détestés que d'interférer avec la mosquée Al-Aqsa. En fait, en ce moment, il y a des tunnels sous la mosquée qu'ils prétendent être destinés à des recherches archéologiques. C'est très controversé, car de nombreux musulmans pensent qu'il s'agit d'un effort pour fragiliser la mosquée et l'affaiblir structurellement afin qu'elle puisse s'effondrer. Je ne sais pas si cette inquiétude est justifiée ou non, mais ce projet aurait des effets cataclysmiques.
Y a-t-il, selon vous, quelqu'un à Washington en ce moment qui irait réellement à l'encontre d'Israël? Quelqu'un qui pourrait estimer que ce qu'Israël fait n'est pas juste? Je parle de l'administration Trump. Donald Trump lui-même ne semble pas vraiment conscient de ce qui se passe. Je ne vois personne dans l'administration qui ne soit pas soumis au lobby sioniste et à Israël. Je pense qu'il n'y a aucune preuve d'une quelconque indépendance vis-à-vis de M. Netanyahou, qui est un maître de la manipulation. Il y a toutes sortes de questions sur les raisons pour lesquelles certaines personnes ressentent le besoin de se rapprocher d'Israël et de le défendre. Et la motivation évidente, c'est l'argent, les contributions de campagne. Mais il y a aussi des soupçons selon lesquels il pourrait y avoir des questions de renseignement et des scandales, peut-être liés à Jeffrey Epstein et aux dossiers Epstein, qui n'ont toujours pas été rendus publics. De plus en plus de petits éléments continuent d'apparaître, et ils sont très évocateurs. Nous ne savons donc pas. Mais je peux dire une chose, en privé, beaucoup de gens à Washington méprisent d'Israël. En public, ils adorent ça, donc c'est une source d'hypocrisie flagrante. Les gens ont essentiellement peur. Et vous savez, j'ai été attaqué par le lobby israélien. J'ai aussi été attaqué par le lobby taïwanais. Mais la différence est la suivante. Quand le lobby taïwanais vous attaque, c'est comme si on vous avait effleuré avec un plumeau. Vous n'avez aucun bleu et vous vous demandez « Qu'ai-je bien pu faire pour être attaqué par des gens aussi aimables ?» Mais quand le lobby israélien vous attaque, vous avez des bleus partout. Et vous les détestez, vous les exécrez vraiment. Il y a beaucoup de gens à Washington qui ont été victimes de campagnes de diffamation, dont la réputation a été salie, à qui on a menti, tout cela pour contrer les critiques à l'égard d'Israël. Je pense donc qu'Israël se trouve dans une situation plus précaire que certains dans ce pays ne le réalisent. Ils sont en train de perdre les États-Unis comme soutien, le dernier grand, le dernier véritablement important. Je veux dire, lors du vote à l'Assemblée générale de l'ONU sur la question de la Palestine en tant qu'État, une solution à deux États, si l'on veut, l'initiative saoudo-française. Votre voisin le Paraguay a voté pour Israël. Votre voisin l'Argentine a voté pour Israël, tout comme Israël et les États-Unis. Et les autres sont tous de micro-États, vous savez, soumis à l'influence américaine, ou en gros, à vendre. Nauru est souvent cité à cet égard. Ce pays vote essentiellement là où se trouve l'argent. Israël est donc totalement isolé aujourd'hui, et il est en train de perdre les États-Unis comme dernier soutien significatif. Nous avons vu Netanyahou intervenir et parler de TikTok et de X, expliquant comment ils essayent de tout faire pour dominer l'opinion publique sur ces plateformes de médias sociaux. Mais lorsqu'on regarde le sondage du New York Times, il montre que 7 jeunes Américains sur 10, âgés de moins de 30 ans, sont totalement opposés à l'aide économique et militaire à Israël. Et ils ne pourront pas changer cela. Eh bien, Larry Ellison, qui est désormais l'homme le plus riche du monde après avoir dépassé Elon Musk, est l'un des principaux acheteurs, avec plusieurs autres milliardaires sionistes, de TikTok. Ironiquement, bien sûr, même avant ce dernier accord encore incomplet, TikTok appartenait déjà en grande partie à des investisseurs américains de ByteDance. Désormais, il sera détenu par un groupe plus large d'investisseurs américains, tous déterminés à modifier l'algorithme afin que TikTok soit favorable à Israël. Je ne sais pas comment cela fonctionnera. Peut-être ont-ils une solution technique que je ne peux pas encore imaginer.
Mais la beauté de TikTok réside dans le fait qu'il fournit des informations brutes. Et ces informations brutes ont joué un rôle majeur dans la révélation des crimes de guerre d'Israël en Palestine et du génocide à Gaza. Je ne sais pas comment TikTok peut rester une plateforme viable si la vérité brute ne peut pas y être publiée. Donc je ne suis pas sûr de la manière dont cela va fonctionner. Mais il est très important de comprendre que la raison pour laquelle les gens se sont attaqués à TikTok n'était pas vraiment la propriété chinoise ou la crainte qu'ils collectent des informations sur les Américains pour la Chine, ce qui était la raison officielle. La véritable raison, c'est qu'il a joué un rôle majeur dans le fait de retourner les jeunes Américains contre le sionisme. Et il a décidé de s'en prendre à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Il a même qualifié l'extrême droite de racket fasciste. Il parle des nazis, et ce sont des nazis. Est-ce que cela va aider Israël? Est-ce que cela va améliorer la situation? Parce qu'ils se sentent menacés par ces gens, dans leur esprit, puisque la principale base de soutien d'Israël se trouve essentiellement au sein du Parti républicain. Et si cette nouvelle attitude de la part de figures républicaines, comme Tucker Carlson, Candace Owens, voire feu Charlie Kirk, qui avait changé d'avis avant d'être assassiné, fait partie d'un mouvement au sein du parti de droite, ils en ont très peur. Mais en rassemblant tout cela et en disant « nous sommes prêts à les combattre », est-ce que cela va vraiment placer Israël dans une meilleure position? Non. Je pense qu'en réalité, je pense que Netanyahou comprend très bien les États-Unis, ayant grandi à Philadelphie et passé de nombreuses années à New York et à Washington. Je pense qu'il a très très peur. Il voit le reflux du soutien à Israël comme quelque chose de très significatif. Et il a dit lors de la réunion que vous citez que c'est la chose la plus importante qui soit, parce qu'il comprend que sans le soutien américain, Israël ne peut pas survivre. Il ne survivrait pas plus d'une semaine sans l'appui des États-Unis. Et donc, c'est d'une importance vitale pour lui et pour la cause sioniste. Oui, il est déstabilisé. En réalité, il panique. Et il n'arrange pas les choses en tenant les propos qu'il tient. Ces mensonges éhontés. Vous savez, il n'y a pas de famine à Gaza. Israël nourrit généreusement les Palestiniens. Il n'y a pas d'attaque contre les journalistes, et ainsi de suite. Et des événements comme l'interception de la flottille Samud ont également un impact. Il y avait des gens du monde entier dans cette flotte de yachts, et Israël est désormais perçu comme démontrant qu'il est l'ennemi mondial numéro 1. Donald Trump est tellement optimiste à propos de son soi-disant plan de paix. Voici ce qu'il a dit. Nous avons eu 7 guerres. Nous en avons réglé 7. Maintenant, il pourrait y en avoir une 8e. Vous avez rapporté que vous étiez là hier. Il semble que le Moyen-Orient pourrait enfin être résolu après environ 3000 ans. Nous allons avoir plus que Gaza. Nous allons avoir Gaza plus la paix, une paix globale. Ce serait un accomplissement extraordinaire. Et ensuite, nous nous occuperons de la Russie, d'une manière ou d'une autre. Nous allons y arriver. Singer fascine, potential. Eh bien, que dire? Je veux dire, tout d'abord, il n'y a pas 3000 ans de conflit au Moyen-Orient. Il y a environ un siècle, un peu plus d'un siècle, de conflit. Ensuite, le soi-disant plan de paix n'est pas un plan de paix. C'est un ultimatum de reddition adressé au Hamas. Troisièmement, ce soi-disant plan de paix a été discuté avec un groupe de pays arabes et son principal élément était qu'Israël se retirerait de Gaza. Et ils l'ont approuvé. Puis il a été renégocié par Netanyahou et Ron Dermer, son bras droit, un Israélien né aux États-Unis, qui fut ambassadeur à Washington, et cette partie concernant le retrait d'Israël a été complètement inversée. Israël va rester.
Mais vous savez, au final, c'est un plan de paix qui n'a jamais été discuté avec les Palestiniens, qui doivent pourtant avoir leur mot à dire sur la paix. Soit ils en bénéficient, soit non. Il n'y a aucun avantage pour eux dans ce plan. Aucun. Et donc, en gros, ils sont confrontés aux mêmes vieilles exigences d'Israël. S'exiler, partir ou être tué. Je pense que quiconque regarde cela est consterné. Et enfin, je noterai simplement que le Qatar, qui a servi d'intermédiaire dans les discussions entre Palestiniens et Israéliens, est furieux d'avoir été privé de ce rôle et également trahi. Ce qu'ils avaient convenu avec Donald Trump n'est pas ce que Donald Trump a annoncé. Il a unilatéralement, sous la pression des Israéliens, modifié les principaux termes. Ce n'est donc pas un plan de paix, et cela ne produira pas la paix. Je ne vois aucune raison de croire que le Hamas soit aujourd'hui plus enclin à se suicider qu'il ne l'était il y a une semaine. Je n'ai pas contesté les 7 guerres que Donald Trump affirme avoir terminées, mais je ne pense pas que beaucoup de gens soient d'accord pour dire que c'est bien ce qui s'est passé non plus. Il semble qu'ils aient 2 versions du plan de paix. L'une a été envoyée aux États arabes et l'autre est celle que Netanyahou a décidé de modifier, de remanier. Et les Palestiniens en parlaient. Comment ça se passe-t-il? Penses-tu que Donald Trump l'accepte? Parce qu'on voit 2 versions du plan de paix. Et au final, il faut convaincre les États arabes de ce dont tu parles. Comment peux-tu faire cela? Eh bien, ce n'est pas possible. Je veux dire, en gros, comme je l'ai dit, Donald Trump et Stephen Witkoff se sont déshonorés aux yeux des Arabes. Ils ne sont pas dignes de confiance parce qu'ils ont conclu un accord. Apparemment, les Arabes ont dit qu'il y avait de nombreux éléments positifs dans celui-ci. Ils pensaient qu'il serait négocié, mais au lieu de cela, il a été modifié pour supprimer les éléments exigés par les États arabes, puis publié comme un ultimatum unilatéral à l'adresse du Hamas, sans consultation. Et je pense que l'insulte finale, c'est l'effort apparent pour installer Tony Blair comme gouverneur de Gaza. Il est méprisé par les Palestiniens pour son rôle précédent. Il est méprisé au Moyen-Orient pour sa participation avec George W. Bush à la promotion de faux renseignements et à l'invasion de l'Irak. On ne pourrait pas imaginer un pire candidat pour ce poste. Le fait fondamental est qu'il s'agit d'un exercice de domination coloniale. Il n'y a absolument aucune consultation avec les personnes les plus concernées, à savoir les Palestiniens. Ils continuent d'être soumis à un génocide. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un exemple de politique performative mise en scène au profit de la clientèle sioniste aux États-Unis et en Israël. Et cela n'a aucune crédibilité ailleurs. C'est donc un exercice futile, mais il a gravement nui à la réputation de Donald Trump et de Stephen Witkoff. Et je ne pense pas que leurs efforts supplémentaires pour servir de médiateurs seront très bien accueillis. Je dirais une dernière chose ici. Après que le soi-disant plan de paix a été modifié pour répondre aux exigences israéliennes, les participants arabes ont publié une déclaration unilatérale dans laquelle ils ont réitéré toutes les revendications qu'ils ont toujours formulées pour l'autodétermination palestinienne, le retrait d'Israël de Gaza, et bien sûr, ils n'aiment pas le Hamas. C'est un fait pour de nombreuses raisons. Surtout, je dois dire, parce que le Hamas est une institution démocratique, issue des frères musulmans, et qu'ils n'aiment pas la démocratie, puisque ce n'est pas leur ordre constitutionnel. Ce sont tous des autocraties à des degrés divers. Je veux dire, ce sont peut-être des autocraties bienveillantes, mais cela reste un pouvoir exercé par un seul homme, une seule famille, pas un pouvoir fondé directement sur la voix du peuple. Cela n'a fait que semer davantage de confusion,
Et cela n'a absolument rien apporté aux Palestiniens. Rien du tout. Même Mahmoud Abbas, qui est le sous-traitant des Israéliens et des Américains pour la gestion de la sécurité en Cisjordanie, n'a pas été consulté. Aucun Palestinien n'a été consulté. Donc, quoi que ce soit, c'est un geste purement unilatéral israélo-américain. Et ce qui est préoccupant, c'est que cela indique qu'Israël peut réactiver la guerre à Gaza quand il le souhaite. C'est ce qu'Israël a toujours intégré dans chaque accord de cessez-le-feu, la possibilité de reprendre ses crimes de guerre à volonté. Eh bien, vous savez, je dois dire que malgré la publication de cette déclaration, les pays arabes qui en ont discuté avec le président Trump n'ont rien fait de concret. Les Émirats arabes unis, en particulier, n'ont pas modifié leurs relations avec Israël. En fait, certains responsables anonymes des Émirats arabes unis ont suggéré que même si Israël devait annexer la Cisjordanie, ce que Donald Trump dit désapprouvé, ils ne rompraient pas leurs relations avec Israël. Ils maintiendraient les accords d'Abraham. Cela laisse penser qu'il y a beaucoup d'avantages qui circulent sous la table. Mais qui sait? Le Financial Times a rapporté que la Grande-Bretagne aide déjà l'Ukraine à mener des frappes en profondeur sur le territoire russe. Et aujourd'hui, nous avons appris par NBC que le président des États-Unis, Donald Trump, a ordonné aux agences de partager des renseignements avec l'administration Zelensky afin d'aider à guider les missiles et drones à longue portée. Et les frappes de drones sur les infrastructures énergétiques russes, où allons-nous, à votre avis? Vraiment, il y a une escalade évidente en cours. C'est bien le schéma habituel, bien sûr. Permettez-moi de dire quelques mots. Tout d'abord, il n'y a rien de nouveau dans l'implication américaine consistant à fournir un soutien en matière de renseignement aux frappes ukrainiennes contre les Russes, y compris, eh bien, les Britanniques d'ailleurs. Les Britanniques ont été bien plus impliqués dans tout cela, et depuis bien plus longtemps que quiconque. En fait, ils mènent un ensemble d'actions clandestines très actives, visant à affaiblir et isoler la Russie, notamment, par exemple, dans l'État de Géorgie, qui borde la Russie. Ils y sont très actifs, cherchant à favoriser un changement de régime. Ils ont été actifs, tout comme l'Union européenne, lors des récentes élections moldaves. Il n'y a donc rien de nouveau à cela. Ce qui est à la rigueur un peu nouveau, enfin pas vraiment, c'est que l'administration Trump réagit à la résistance russe à ses exigences en intensifiant à la fois la rhétorique et le soutien. Ainsi, le président Trump ne peut plus dire que ce n'est pas sa guerre. C'est sa guerre. Très clairement sa guerre. Et je sais que tout cela se déroule dans un contexte où règne en Europe une hystérie à propos de prétendus drones russes. Certains d'entre eux, en réalité, les opérateurs des drones ont été identifiés, et ce n'étaient pas des Russes. Je crois que certains étaient Allemands, et il y en avait d'autres. Et je pense qu'à Valdai, le président Poutine a même plaisanté à ce sujet. Il a demandé si la Russie possédait des drones capables d'atteindre Lisbonne. Vous savez, parce qu'apparemment des drones russes apparaissent partout, comme des objets volants non identifiés. Des ovnis, vous voyez. Et il est assez clair que cela fait partie d'une campagne visant à rallier le soutien de l'Europe à la poursuite de la guerre en Ukraine. Certains pays comme le Danemark sont pratiquement en état de panique. J'ai lu qu'au Danemark, le matériel de camping, c'est-à-dire les conserves et autres produits que l'on emporte quand on n'a pas accès à des provisions d'un supermarché ou d'un magasin, a vu ses ventes quadrupler. Donc la campagne destinée à alarmer tout le monde produit son effet. Je ne vois aucune preuve que cela soit, en réalité, une initiative russe. Il me semble très clairement que cela correspond à des opérations sous faux drapeau.
Et il y a en fait une rumeur selon laquelle l'Ukraine prévoirait une importante opération de ce type en simulant une prétendue invasion russe de la Pologne, ce qui en réalité alarmerait encore davantage tout le monde. L'Ukraine est donc désespérée. Elle est à court de main-d'œuvre. Son armée s'effondre. Elle doit abaisser l'âge de la conscription. Il y a des dizaines de milliers de déserteurs. Ces pertes ont été énormes. Elle n'est pas en mesure de remplacer le nombre d'hommes tués et blessés par de nouvelles recrues. Son armée est rétrécie. Et elle est désespérée. Par conséquent, nous voyons tous ces efforts déployés pour accroître le niveau d'alarme à propos de la Russie dans d'autres pays européens et pour consolider le soutien à la poursuite de la guerre. Mais cela n'aidera quand l'Ukraine ni les Ukrainiens. Il a déclaré que selon Poutine, l'Ukraine avait perdu plus de 44 000 soldats rien qu'en septembre. Oui, je pense. Et vous savez, je n'aurais jamais cru dire cela à propos d'un dirigeant russe. Mais je pense qu'il y a toutes les raisons de croire que ces chiffres sont exacts. Si vous avez écouté certaines parties de son intervention à Valdai, vous ne pouvez qu'être impressionné par sa maîtrise de la situation sur le front. Où se trouvent les troupes? Qui fait quoi à qui? Quelles sont les pertes? Et ainsi de suite. Il n'est pas surprenant que les Russes aient remporté des victoires en Ukraine. Ce qui est peut-être surprenant, c'est qu'ils aient été si méthodiques et qu'ils aient pris leur temps. Ils ne semblent pas être pressés. Et si les pertes du côté ukrainien sont effectivement celles qu'a indiqué le président Poutine, on peut se demander combien de temps encore l'Ukraine pourra tenir. Keith Kellogg a déclaré que des hauts responsables à Washington lui avaient dit que la Russie ne pouvait pas gagner. Penses-tu que ces personnes, ces hauts responsables, étudient réellement ce qui se passe en Ukraine? Savent-ils ce qui s'y passe? Sont-ils des responsables militaires ou des responsables politiques? Eh bien, je pense qu'il s'agit de responsables qui obtiennent leurs informations principalement de Fox News et d'autres médias passionnément dévoués à des causes anti-russes et qui, vous savez, déforment considérablement les faits. Le président Trump apparemment reçoit un briefing de renseignement une fois par semaine, le jeudi je crois, et cela ne semble rien changer à sa principale source d'information, qui reste Fox News. Donc vous savez, je pense que cette guerre a été marquée par la guerre de l'information la plus intense que nous ayons jamais vue, avec des médias serviles qui agissent essentiellement comme des scribes du gouvernement, n'acceptent aucune opinion contraire et reprennent sans questionner les communiqués officiels, lesquels reposent en fin de compte sur la propagande ukrainienne plutôt que sur une enquête des faits. Ainsi, les illusions abondent. Vous savez, la perspective d'un succès ukrainien à ce stade, même l'économiste qui a toujours été très fermement optimiste à propos de l'Ukraine, en est arrivé à la conclusion que cela ne peut pas continuer. Il a mentionné les missiles Tomahawk parce qu'il parlait de la possibilité d'en envoyer en Ukraine. Tout le monde sait que la menace avec les missiles Tomahawk, c'est qu'ils peuvent transporter une ogive nucléaire. Et c'est pour cela que c'est important. Il a dit que Poutine avait commenté que cela ne changerait pas la réalité sur le champ de bataille. Mais ce qui est préoccupant, c'est que, sans les États-Unis, ils ne pourraient même pas les utiliser. On dirait que tout doit être américain, tout ce qu'ils utilisent. Eh bien, le Tomahawk ne peut vraiment pas être utilisé efficacement sans la direction et le soutien direct des Américains. C'est pourquoi cela constituerait une escalade aussi importante. Un rôle américain manifeste dans des frappes à longue portée contre la Russie. Il est très clair que le président Zelensky veut attaquer Moscou aussi directement et massivement que possible afin de détruire le moral russe.
Je pense que s'il y parvenait réellement, comme dans le cas de l'Iran, cela aurait l'effet inverse. Cela renforcerait le soutien à la guerre parmi les Russes ordinaires. Quoi qu'il en soit, espérons que cela n'arrive jamais. Mais la contre-escalade, à mon avis, serait très significative. Le président Poutine est resté assez vague sur la manière exacte dont la Russie réagirait à une telle situation, mais il a été très clair sur le fait qu'elle réagirait. Permettez-moi de faire une remarque fondamentale. Je suis d'accord avec la déclaration du président Poutine que vous avez citée, à savoir que cela n'aura aucun effet sur le champ de bataille. Le champ de bataille se trouve en Ukraine, pas en Russie. L'incursion à Koursk est terminée. Le territoire russe est attaqué par l'Ukraine. Des dégâts sont infligés, notamment aux raffineries et ainsi de suite, et parfois à des dépôts de munitions. Ce n'est pas négligeable en termes de soutien à l'effort de guerre, mais ce n'est pas la guerre elle-même. La guerre se déroule dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. Et il a raison. Frapper la Russie ne changera pas l'avancée des Russes en Ukraine, qui se poursuit, comme il l'a dit, à peu près sur l'ensemble du front. Un front immense. L'Ukraine est en effet un très grand pays, et même si elle a perdu 20% de son territoire, les 80% restants en font toujours le plus grand pays d'Europe. En ce qui concerne les drones, il a dit que vous aviez évoqué la possibilité d'une opération sous fausse bannière en Europe, mais selon lui, selon Poutine, l'objectif principal est de militariser l'Europe. Et monsieur l'ambassadeur, en regardant l'Europe aujourd'hui, la situation et l'état de son économie, elle a perdu le gazoduc Nord Stream. Elle a également perdu le gaz sibérien, qui va désormais de la Russie vers la Chine au lieu de l'Europe. Quel genre de pari est-ce que cela représente en Ukraine? Un pari qui semble sans fin dans l'esprit des dirigeants européens. Eh bien, ils ne réfléchissent pas de manière stratégique, ni à long terme. Ils ne savent pas vraiment quoi faire. Nous en avons déjà parlé. Ils n'ont proposé aucune vision pour l'Europe, aucun plan de paix, aucune base pour une coexistence avec la Russie, aucune réponse à la question de ce qu'il adviendra de l'Ukraine une fois la guerre terminée, ce qui arrivera à un moment donné. La question de savoir quelle part de l'Ukraine subsistera est importante. Une partie subsistera, bien sûr. Donc ils n'ont pas de stratégie. Ce qu'ils font, une combinaison d'austérité économique et d'expansion militaire, de réarmement, ne résoudra pas leur problème fondamental. Comme vous l'avez indiqué, ils ont perdu leur accès aux approvisionnements énergétiques bon marché en provenance de Russie, qui était essentiel à la compétitivité, en particulier de l'industrie allemande. Les Français disposent d'un système de production d'énergie nucléaire très efficace pour l'électrification, ce qui les rend moins touchés par cette situation. Mais l'Europe est stagnante. Vous savez, le centre mondial de la science et de la technologie se déplace vers la Chine. Les Européens partent en Chine parce qu'ils peuvent y obtenir des financements et des infrastructures qu'ils ne trouvent pas en Europe ni aux États-Unis. Il y a une importante fuite des cerveaux aux États-Unis, scientifiques, ingénieurs, mathématiciens, et ainsi de suite. En fait, un sondage a indiqué que 3 scientifiques américains sur 4 envisagent ou ont envisagé d'émigrer, de quitter le pays parce qu'ils estiment que l'administration Trump n'est rien d'autre qu'hostile à la recherche scientifique et au développement. Ainsi, les Européens ne donnent pas de réponse à leurs propres enfants ou petits-enfants sur la manière dont l'Europe va poursuivre son chemin. Vous savez, l'Europe est une grande civilisation, un ensemble de pays partageant des valeurs communes et d'immenses réalisations historiques. Elle dilapide cet héritage, elle ne le renforce pas, elle le laisse se détériorer. Et j'ajouterai une dernière observation. Le réarmement de l'Europe,
ce que les Européens font en augmentant leurs dépenses de défense. Les Français se heurtent à l'opinion publique dans leurs efforts pour y parvenir, mais les Allemands, eux, continuent d'avancer. Certains pays, comme l'Espagne, ont très sagement choisi de ne pas s'engager dans cette voie. Mais cela a deux conséquences. La première est que c'est une forme d'assurance contre un abandon américain. Si les États-Unis se retirent réellement d'Europe, comme le président Trump laisse parfois entendre qu'il le souhaiterait, alors les Européens disposeront d'un moyen de se défendre par eux-mêmes. C'est donc une assurance. Mais l'autre conséquence, c'est qu'ils seront moins redevables envers les États-Unis, moins soumis au chantage et à la pression américains, et plus capables d'élaborer des politiques indépendantes. Pour l'instant, ils ne développent pas de politique indépendante. Il y a cette scène affreuse dans le bureau ovale, avec le président Trump assis derrière son bureau et tous les États vassaux européens installés là, l'air contrit, tandis que Giorgia Meloni lève les yeux au ciel devant tout cela. Cela illustre vraiment à quel point l'Europe est à la dérive. Nous avons une élection à venir en Tchéquie, et il n'est pas clair si les Tchèques continueront de soutenir l'Ukraine ou l'abandonneront, rejoignant la Hongrie et la Slovaquie dans leur opposition à la poursuite de la guerre. Et vous savez, l'Europe n'a pas encore pris la mesure ni du génocide en Palestine, ni de la guerre en Ukraine et de leurs conséquences stratégiques. Elle a souffert des deux. La crédibilité de l'Occident à l'échelle mondiale est à son plus bas niveau depuis avant que Colomb ne parte aux Bahamas pour des vacances. Monsieur l'ambassadeur, il semble que Donald Trump, et disons l'ensemble de l'Occident, veuille rivaliser avec la Chine. Mais l'un des problèmes clés que vous avez mentionné, la fuite des cerveaux qui se produit en ce moment, me paraît être le facteur le plus important dans cette compétition avec la Chine. Et pourtant, personne n'en parle dans les médias grand public. Oui, non. Dans le courant dominant, c'est tout à fait exact. J'en parle depuis 10 ans, car on ne peut pas devenir compétitif en érigeant un mur tarifaire et en protégeant son industrie de la concurrence. On ne peut pas se réindustrialiser si l'on refuse d'accepter les investissements étrangers. On ne peut pas garder une avance en sciences et en technologie si l'on ne collabore pas avec d'autres au-delà de ses frontières. Et comme je l'ai déjà souligné, d'autres aussi d'ailleurs, la Chine compte désormais plus d'un quart de la main-d'œuvre mondiale dans les domaines STEM, scientifiques, technologues, ingénieurs et mathématiciens. Elle est très innovante, et ceux qui étudient ces questions affirment qu'elle est désormais en tête dans presque toutes les technologies. Il y a quelques domaines où les États-Unis conservent encore leur avance, et quelques-uns où la Corée du Sud domine. Mais à part cela, dans 57 des 64 domaines technologiques évalués par l'Australian Strategic Policy Institute, la Chine est en tête. Je viens de voir que l'université Tsinghua, souvent appelée le MIT chinois, est désormais classée numéro 1 mondial en informatique. Les 3e et 4e meilleurs sont d'autres universités chinoises. Jiao Tong à Shanghai et Beida, ou l'université de Pékin, à Pékin. Nous assistons donc à un basculement. Nous avons déjà vu le centre mondial de gravité économique se déplacer vers une zone de l'Asie-Pacifique, incluant le Japon, Corée et la Chine. Désormais, d'autres pays se joignent à ce mouvement, l'Indonésie par exemple. Et nous voyons maintenant un déplacement du centre de gravité du développement technologique vers cette même région, avec ces mêmes pays. C'est donc inexorable. On ne peut pas y faire face de la manière dont le président Trump a essayé de le faire. C'est comme la célèbre histoire du roi Canute en Angleterre, dont les courtisans l'avaient persuadé qu'il pouvait repousser la marée.
Il s'est donc assis sur une chaise sur la plage, et la marée a failli le noyer parce qu'elle n'obéissait pas à ses ordres. Il existe des tendances économiques, scientifiques, technologiques, qu'on ne peut contester. Elles existent, elles persisteront. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour les arrêter. Interdire l'inscription des étudiants chinois aux États-Unis à un moment où la Chine possède désormais des universités aussi bonnes, voire meilleures, que les universités américaines, ne fera qu'accélérer le développement interne de la Chine. Et l'on voit les scientifiques du monde entier s'y diriger. Chaque jour, on rapporte qu'un expert reconnu du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France, d'Amérique, même d'Amérique du Sud, part travailler en Chine, car c'est là que se trouvent désormais les autres talents, et que la collaboration est le moteur de tout progrès. Donc, vous savez, nous avons déjà connu des fuites de cerveau. En fait, je pense que vous en êtes le produit. Ce n'est pas nouveau, mais l'ampleur l'est, et la direction de la migration aussi. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. Merci et passez un excellent week-end.